Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis. Aujourd'hui, je suis avec mon comparse Julien Charpentier. Salut Julien. Salut Stéphane, bonjour à tous. Pour parler d'un film qui nous tient à cœur, un classique du cinéma d'action, n'est-ce pas? Voilà. Et persévérer dans notre geste ségalien, en l'occurrence. Qui prend son temps. Voilà, mais qui continue. Voilà. Bon an, mal an. Non, mais un par an, on est tranquillou, tout va bien, quoi. De toute façon, à un moment donné, il va falloir s'arrêter, hein. Donc, On avait dit qu'on s'arrêterait à Mission Alcatraz. Je le rappelle au cas où. Ouais. C'est parti là-dessus. On n'ira pas plus loin. On pourra peut-être s'arrêter avant. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Peut-être en revoyant Mission Alcatraz, on va faire ouf. C'est compliqué quand même. Ah, moi, j'ai toujours trouvé ça nul. Donc, mais c'est pas grave. Ça, c'est nul, mais il faut du saut en parachute. Donc, en fait, c'est rigolo. Et du rap. Donc, en fait, bon. Mais c'est pas le sujet du jour. C'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est Piège en haute mer de Andrew Davis. Cuirassé en péril. Cuirassé en péril en québécois. Et est-ce qu'on fait un petit disclaimer sympathique, parce que pour les gens qui nous regardent en vidéo, on est complètement mouillés. Nous sommes trempés. Mais ça, c'est les embruns de Piège en haute mer, où c'est simplement qu'il fait un temps immonde aujourd'hui. Voilà. Le jour où on enregistre, il s'est mis à pleuvoir des cordes quand on est arrivé. Voilà. Et vu qu'on est arrivé quasiment en même temps, on a tous les deux pris la sauce. Voilà. Désolé. Et ça a l'air sophistiqué ici. En fait, on a l'impression qu'on peut, tu vois, se sécher, tout ça, on peut pas. Voilà. Surtout on n'a pas de fringue de rechange non plus. Voilà, en pas plus, ici, en fait, voilà. hein. Donc, excusez, comment dire, cet accoutrement un peu. Cette tenue qui, bon, pour Piège en haute mer, ça passe. Ouais, ça passe. Bon, allez. Piège en haute mer, c'est quand même l'embourgeoisement de Steven, n'est-ce pas, mon cher Julien Charpentier? C'est un film intéressant parce que c'est à la fois son plus gros succès, donc son embourgeoisement, son plus gros succès à la fois critique et public, hein, puisque le film critique a pas très bien marché, mais les autres non plus. Donc, ouais. Et public, c'est vraiment de son carton, mais en même temps, c'est aussi un peu le début de la fin, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Ouais, en tout cas, il a atteint les cimes, là, il pouvait encore tomber, quoi. C'est un peu la logique, quoi. Violemment. Alors moi, je dis embourgeoisement parce que c'est un gros budget. 35 millions, ce qui est, pour l'époque, est pas gigantesque, mais costaud. Voilà, mais c'est quand même un gros budget par rapport surtout aux autres films. C'est en moyenne à peu près entre 50 et 100% de plus. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus gros. Voilà, là, c'est le double, quoi, quasiment. Et en fait, c'est aussi un test pour la Warner. C'est-à-dire que, bon, en gros, on avait une vedette montante qui était en train de cartonner au box-office à chaque week-end de sa sortie, qui fonctionne aux États-Unis, mais pas forcément dans le reste du monde. Hein. On en a déjà parlé dans les autres précédents épisodes. C'est que, en gros, Steven, en France, ça n'a jamais été des scores phénoménaux, quoi. Et en gros, c'est un peu opération séduction. C'est-à-dire, on va le mettre dans... Qu'est-ce qui représente Steven? Le cinéma d'action. Qu'est-ce qui représente le cinéma d'action de manière générale à ce moment-là? Die Hard, tu vois. Le point Die Hard a été atteint. Voilà, en même temps, c'est obligé. Tu peux pas faire autrement. Déjà en France, ça s'appelle Piège en haute mer, quoi, au lieu de Piège de cristal et patati patata. Et en gros, l'idée en fait, c'est de faire ce que moi j'appelle un Die Hard exploitation, donc, c'est-à-dire de faire un Die Hard dans. Ah, c'est littéralement, il n'y a pas plus Die Hard dedans que celui-là. Voilà, donc il y en a ou deux autres quand même en fait. Il y a Mort subite avec Van Damme, c'est quand même chaud. Hein. C'est vrai, mais, en fait, il faudrait un jour peut-être faire un épisode dessus, mais tout à fait. Voilà. Peter Williams, super. On a fait Time Cop, donc pourquoi pas. Pourquoi pas faire. Normalement, en général, on rééquilibre. La dernière fois, c'est ce qu'on avait fait. On avait fait Time Cop et Justice Sauvage. Comme ça, il n'y avait pas de jaloux. Donc là, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû faire Mort subite, mais bon, c'est pas le cas. Un peu d'avance à Steven, voilà. mais Jean-Claude reviendra à un moment ou à un autre. Voilà, parce que Jean-Claude, il est quand même possible qu'on aille plus loin dans sa carrière un jour. Faudra qu'on fasse des sauts quand même. Hein, mais, ouais, bien sûr. Revenons à nos moutons. Donc Steven, un petit peu embourgeoisé, on lui donne un gros budget, on lui dit bon maintenant tu vas te calmer, tu peux plus foutre des tire-bouchons dans la gueule des mecs en fait, tu vois. Donc il faut que tu sois un peu plus policé, un peu plus calme. Voilà. Même s'il y a une petite dose de sadisme restante quand même dans le film. Évidemment, tu vois. Il arrache des carotides à main nue, quoi. Genre, mais comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Qui n'enlève pas des carotides comme ça? Il décapsule un gars, quoi. Porte quoi. Et non, mais c'est très fort. Et voilà, mais après, là, on s'avance, on spoil beaucoup quand même, parce que le truc, c'est que il faut quand même pitcher le film. Il faut pitcher le film. Donc, c'est l'histoire d'un simple cuistot. D'un simple cuistot qui s'appelle Casey Ryback, et qui donc travaille. C'est un cuistot, mais pour la Navy, donc il travaille sur l'USS Missouri. Et un jour, alors que le bateau fait son dernier voyage avant son démantèlement, il est pris en otage, entre guillemets, par un groupe de gens qui se font passer pour des musiciens, qui veulent récupérer les Tomahawks qui sont encore nucléaires. Je ne savais même pas que les Tomahawks étaient nucléaires, moi, mais qui sont encore nucléaires, pour ensuite les revendre au marché noir. Ils avaient tout prévu,
sauf un truc. Steven. Le cuistot. Parce qu'il est pas vraiment cuistot. Voilà. Et pas vraiment cuistot. Alors qu'en fait, pendant 20-30 minutes, il essaie quand même de te faire croire qu'il est vraiment que cuistot. Bah, il danse, il fait la bouillabaisse. Ah ouais, mais ça c'est n'importe quoi. Ça, c'est-à-dire, c'est opération séduction, quoi. Tu vois, c'est Steven. Steven, c'est quand même le mec le plus objectivement le plus antipathique au monde, je pense. Tu vois, en tout cas, de toutes les vedettes du cinéma d'action. Quoi. Voilà, disons qu'il a en tout cas, il est sur le podium s'il n'est pas premier, quoi. S'il n'est pas le premier, t'as peut-être Don the Dragon Wilson avec lui ou un mec comme ça. Est-ce que c'est que des mecs qui tirent la gueule tout le temps, quoi. Donc Steven, là, pour qu'il sourie, faut vraiment qu'il se passe des trucs, quoi. Tu vois. Je veux dire, là, dans ce film, il y a quand même une scène à un moment donné où t'as Miss Juillet 89, donc, tu vois. On y reviendra. Genre de la tête qui apparaît devant lui en sortant d'un gâteau, si tu veux, seins nus. Qui se met à danser parce qu'elle est persuadée en fait qu'elle fait partie de la soirée, etc. Et il sourit pas. Bah non. Il y a pas de, tu vois, il y a rien. Bah, Steven, il n'a pas le temps. Il n'est pas là pour la bagatelle. Hein. Impassible. Voilà. Il est là pour sauver tous ces hommes. Donc quand je dis opération de séduction, c'est que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait ils essayent de lui faire faire, des blagues. Il y a plus d'humour que dans un film de Steven Seagal habituel. Il y a effectivement, il est avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas Steven tout seul. Même si Jordan Tate, Miss Juillet 89, a un petit rôle, n'empêche qu'elle l'accompagne, donc il y a des échanges. Mais bon, ça va. Ouais. Franchement, ça va. Ah non, mais c'est quand même des échanges sur la parité, enfin, qui est évidemment partant en autre boudin, enfin complet, quoi. Moi, ça me fait marrer. Mais à ce stade-là, t'as envie de leur dire, le faites pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine si c'est pour donner raison à Steven, quoi, tu vois. Donc, bref. On va un peu vite en besogne, on part dans tous les sens. C'est le grand Andrew Davis qui revient. Ah oui. À la caméra. C'est ça. Donc, c'était quand même celui qui lui avait donné son coup de de départ, quoi, sur Nico. On en avait parlé dans un épisode il y a 2-3 ans, c'est vrai qu'on prend notre temps. Et Nico et en fait Andrew Davis, c'est un réalisateur quand même assez efficace, quoi. Oui. Natif de Chicago. On a fait un autre épisode aussi sur un de ses classiques à lui, là, qui est Le Fugitif, et c'est le film qui lui a permis d'avoir Le Fugitif. C'est ça. Voilà. C'est que il a dit d'ailleurs à l'époque que bon, autant sur Nico ça s'était plutôt bien passé avec Steven, autant sur Pékin haute mer, Steven il avait beaucoup pris le melon et que c'était beaucoup plus compliqué. Puis il a dit mais je le regrette pas une seule seconde parce que si j'avais pas fait ce film-là, si j'avais pas réussi à faire cette petite boule d'efficacité, en fait, j'aurais jamais décroché Le Fugitif, qui est le film dont les gens se souviennent. Donc, il y a ça. Après, ce qui est marrant, c'est que je l'ai interviewé, j'ai fait une longue interview carrière avec lui à bientôt publié un jour dans une revue Capture Mag. C'est un mec vraiment adorable qui, étrangement, n'a pas tourné depuis 20 ans, quasiment. Alors qu'il a quand même un ou deux succès à son actif, quoi. Et puis ça reste encore une fois un bon, technicien efficace, quoi. Et quand je lui ai dit, mais par exemple, faire la suite, Piège à grande vitesse, ou même un autre Steven Seagal, il a fait non, mais moi. Après Le Fugitif, il n'y a plus moyen que je retourne avec Steven Seagal, quoi. Donc il sait aussi quand même que c'était un peu... c'était un marchepied, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'était donnant-donnant. Il y en a un qui donnait... les deux marchaient l'un sur l'autre, ou cédaient l'un sur l'autre, on va plutôt le dire comme ça, pour monter les marches de la gloire. Et effectivement, une fois que tu as fait Le Fugitif, tu retournes pas sur la petite série B, tu as envie de rester plutôt dans les séries A. Le truc, c'est qu'effectivement, le cinéma d'Andrew Davis, il n'existe plus aujourd'hui. C'est ce cinéma où les gens se les gèlent dehors par moins 30 parce que c'est tourné à Chicago en plein hiver, ça n'existe plus. Oui. Enfin bon, après, c'est quelqu'un qui pourrait tourner des séries télé, par exemple des épisodes de séries télé, ce genre de choses. C'est très étonnant en fait. Peut-être qu'il a pas envie non plus. Justement, il veut faire du cinéma. Je lui ai posé la question et en fait, il m'a dit ils savent pas quoi faire de moi en fait. Et ça, c'est assez étonnant comme constat, je trouve, encore une fois. Moi, ça m'étonne qu'à moitié, quasiment tout. Mis à part les superstars dans les réalisateurs qu'on aime, qui réussissent encore à exister aujourd'hui, mais qui sortent un film sur deux sur les plateformes parce qu'ils arrivent même plus à sortir au cinéma, tous les petits artisans comme ça, ils ont totalement disparu avec les changements d'Hollywood. C'est super triste, moi, je te dis, hein, tu le sais, hein, j'adore les Peter Iams, j'adore les Andrew Davis, j'adore ce genre de... Même Walter Hill, d'une certaine façon, qui a un peu moins Walter Hill, disparu. c'est un peu plus haut, quand même. Moi, je le trouve pas beaucoup plus haut. J'aime beaucoup les trois gars. Okay. Et petit à petit, ce sont des gens dont Hollywood ne sait plus quoi faire du tout. Donc, ils disparaissent, et puis vu qu'ils ont entre 70 et 85 ans pour la plupart, il y a un moment, ils font, tant pis, quoi.
Mais bon, revenons à cette époque bénie de l'année 1992-1993 chez nous. Hein. Oui, alors toi, c'est le premier que t'as vu en salle, ce Steven ? C'est le premier que j'ai. Je pense que c'est le premier que beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs français ont vu. Moi, je sais que je me rappelle, j'avais vu Désigné pour mourir en salle à l'époque. Je sais pas comment j'ai fait, mais ouais, Piège en haute mer, c'est quand même celui que tout le monde a découvert, quoi. Bah, c'était une grosse sortie parce que moi à l'époque je vivais en province. En province, t'avais pas toujours tous les films qui arrivaient. Donc honnêtement, je ne sais pas. En plus, j'avais pas de cinéma à côté de chez moi. Il fallait prendre la voiture et j'avais 15 piges, donc j'avais pas de voiture. Donc à partir du moment où tu dois demander l'autorisation de tes parents pour aller au cinéma, forcément tu y vas beaucoup moins souvent. Hein. Et donc ouais, celui-là c'était une grosse sortie, il y avait beaucoup de copies, c'était une sortie cossue, c'est ce que tu disais, c'était l'embourgeoisement de Steven, donc ça sortait comme un blockbuster. Opération séduction, quoi. Ouais. Opération séduction. Moi je me rappelle que, alors pour la petite anecdote de vie, j'avais pas encore vu le film. Il y avait, comment dire, une espèce d'aura de film à la Die Hard. Mais quand t'es gamin et que t'adores Die Hard, évidemment, le truc c'est que y a des raisons spécifiques pour lesquelles tu aimes le film. Et du coup, quand on te dit c'est un nouveau Die Hard, moi j'entendais c'est un nouveau classique du cinéma. Plus que une pompe directe, quoi, tu vois. Et du coup, j'avais pas encore vu le film, je crois que j'ai mis un peu de temps à aller le voir, j'ai mis une dizaine de jours. Et un jour, j'étais au McDo. Et là, c'est véridique, hein, tu vois. Et, j'étais au McDo, puis il y a un mec, en fait, dans la queue d'à côté qui commence à, tu sais, qui était tout agité, là, je sais pas, apparemment, il était pas très très bien, quoi. Puis, tu sais, il commence à m'interpeller. Moi, j'avais mon casque sur les oreilles. Et je vois qu'il me parle et tout, un peu, tu vois, proche, quoi, comme ça. Et donc, j'enlève mon casque, je fais oui, oui. Et pareil, j'avais 15-16 ans aussi à l'époque, donc on a le même âge. Et le gars, il me fait, véridique, hein, il me fait, il y a de la chatte ici. Au McDo. Donc, tu fais, ah d'accord, ok. Et tu fais, ouais. Alors, tu sais pas quoi trop dire. C'est moi, monsieur, maintenant. Hein, voilà, je vais prendre mon Big Mac. Et en fait, le gars, il me fait, non, mais je suis content, j'ai vu un bon film, là. Et je lui dis, ah ouais, c'est quoi? Donc, parce que moi, il me parle de cinéma, donc forcément, je lui dis, ok, d'accord, c'est quoi, tu vois? Il me dit, ah, j'ai vu un bon film. Je lui dis, il y a de tout dans ce film. Il me dit, il y a de l'amour, il y a de l'action, il y a de la bagarre et tout. Il y a tout. Et je lui dis, ah ouais, c'est quoi? Et il me dit, c'est Piège en haute mer avec Steven Seagal, tu vois. Et là, je me suis dit, et je lui dis, ah ouais, il y a de l'amour. Donc, en fait, il me fait, ah ouais, il y a de l'amour et tout. Évidemment. Et voilà. Et là, je vois le film. Donc, je me précipite pour aller voir le film sur les bons conseils de mon nouvel ami, quoi. Et là, l'amour, j'ai halluciné, quoi. Il y a de l'amour. C'est-à-dire, elle sort à poil du gâteau, il lui fait porter ses fringues, il lui fait porter ses sacs et tout. Et à la fin, il lui roule une pelle parce qu'elle est de son côté, tu sais pas trop pourquoi. Si, elle l'a sauvé. Elle l'a sauvé. Mais ça, c'est pareil, c'est pas très réaliste. Et elle a pas pu. Ça fait partie de ces trucs où, encore une fois, on essaye d'humaniser Steven. Alors que Steven, basiquement, c'est Michael Myers. Tu vois, en fait, c'est encore une fois. Michael Myers, à côté des gentils, tu sais. Mais non, mais voilà, c'est Michael Myers. Le mec, il a le même visage impassible. T'es en train de dire qu'en fait, tous les films de Steven Seagal, c'est Halloween, mais vu du point de vue du méchant. Mais, en fait, il utilise le même couteau. Tu vois, mais c'est vrai, il utilise tout le temps le même couteau, un truc énorme comme ça, etc., etc. Et il défonce les mecs en 2-2, quoi. Et tout sans jamais, en plus, se faire trop chier, quoi. C'est-à-dire, il va pas trop se lever, il va pas, tu sais, c'est les mecs qui se jettent sur lui et il les retourne et il les rebalance et tout. Donc le truc, c'est qu'à un moment donné, bon, histoire d'amour, si j'étais resté proche de ce monsieur, je lui aurais dit quand même, j'aurais débattu. J'aurais dit parce que bon, c'est pas tout à fait. Peut-être que c'était une histoire d'amour entre la marine et Steven, tu sais pas. Peut-être, ouais, voilà. Mais en tout cas, enfin voilà, c'était une autre façon de me duper un peu quand même, parce que moi je sais que je suis sorti assez mécontent du film à l'époque. Mécontent carrément. Bah oui, parce que en fait je m'étais dit, mais c'est, enfin, je veux dire, essayer de pomper Die Hard, essayer de le pomper bien dans ce cas-là, tu vois. Enfin, faites un scénar qui tient la route, faites tout ça, etc., etc. Alors évidemment, aujourd'hui, je revois le film à l'aune de comment dire, de la grande œuvre de Steven, à l'aune de la geste, tu vois. Et comment dire, il a fait tellement pire depuis de toute façon que voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me suis dit, il y a ça. Et l'autre truc, et c'est marrant parce que je me suis fait cette réflexion aussi en le revoyant là, c'est que, ouais, en fait, tu sens quand même qu'il y a le patron de la Warner qui est venu le voir et qui lui dit, tu peux pas, en fait, casser les bras en 5 morceaux. Tu peux pas, en fait, mettre des tire-bouchons dans la gueule des gens. Tu peux pas prendre une saucisse et, tu vois, enfin bref. Donc, en fait, ça va pas aussi loin, ça va plus loin qu'un film d'action de base, hein. Mais à l'époque, tout le monde, je veux dire, dans Chasse à l'homme, Van Damme essayait de casser des bras à la Steven, justement, tu vois. Mais tu sens que c'est quand même, bon, le grand public, ok, t'as ta fanbase, tout ça, etc., etc., mais le grand public, en fait,
Mais c'est pour ça que je disais que c'était à la fois son plus grand succès et le début de la fin. Parce qu'au-delà du fait que il a pas son Katogan, donc il a perdu la moitié de ses super pouvoirs, ça c'est clair. Il y a Ça, aussi, il y a une explication. en même temps, il est militaire, donc normalement il peut pas avoir un Pas Katogan. de cheveux longs dans la. Tu vois. Même s'ils ont tous des cheveux longs, hein. Mais, Ouais. mais je fais partie de la génération bénie qui a fait le service militaire. Crois-moi que j'avais pas ces coupes-là. Hein. Ouais, Celle que mais j'ai aux aujourd'hui, États-Unis. Celle que j'ai aujourd'hui, c'est les cheveux longs. Hein. Ouais, mais aux États-Unis. Peut-être dans la marine, c'est différent. Ouais. Mais oui, pourquoi aussi c'est le début de la fin pour Steven? Parce que oui, c'est son plus gros succès. Parce que oui, c'est un film qui est plutôt efficace. Parce que oui, c'est cossu. On sent qu'il y a de l'argent, qu'il est à l'écran, etc. Il y a beaucoup de gens autour de lui qui sont des seconds rôles qu'on adore, devenus pour certains des premiers rôles. Mais en fait, t'enlèves Steven Seagal et tu mets n'importe qui à la place et le film fonctionne quand même. Donc c'est beaucoup moins un Steven Seagal que les autres. Ce côté polar... brut de décoffrage avec un mec monolithique au milieu qui fait son enquête en pétant des bras, on l'a totalement perdu avec ce film. Mais c'est ça, Julien Charpentier, ils l'ont sorti de la rue. Tu vois, c'est ça le problème. Ils ont pris Steven, là, comme on prend un Mi là, sur sa Wii, là, tu vois, et hop, ils l'ont jeté, ils l'ont mis ailleurs, tu vois, et en fait, hop, ils l'ont mis sur un bateau, et tu fais, mais ça colle pas tout à fait, quoi. Pour moi, il y a un truc, par exemple, bon, on est d'accord que Steven, c'est un grand échalas. Oui, il est... Un grand échalas, un petit peu, comment dire, il y a on est quand même dans l'embonpoint, là. Ça commence doucement. C'est pas moi qui peux me permettre de dire ça. Non, mais en fait, Steven, on le sait que, comment dire, il aime la chair, quoi, tu vois. Donc, en fait, le truc, si tu veux, c'est que, bon, il se laisse un petit peu aller, tu vois, et ça commençait à se voir, là, tu vois. Bon, je veux dire, il lui mettait peut-être des fringues larges et tout ça, etc., etc. En même temps, le mec, il goûte sa bouillabaisse tout le temps, tu vois. C'est ça aussi le truc, c'est qu'il est tout le temps en train de la faire cuire et tout, quoi. Donc, forcément, tu vois. Donc, il est un peu, genre, c'est acteur studio, quoi. C'est Raging Bull, tu vois. Il a pris du poids pour le rôle, tu vois. Mais le truc, si tu veux, c'est que, du coup, quand il est dans la cuisine, ça passe, tu vois. Quand il essaye de faire des pas de danse, bon, c'est pas tout à fait... D'ailleurs, voilà. ça dure pas longtemps. Ouais, voilà. Puis bon, tout est relatif, tu vois. Et par contre, en fait, quand il y a la scène à la Die Hard, si tu veux, qui est en plus n'importe quoi, cette scène, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va faire péter un hélico sur le bord du... comment t'appelles ça du paquebot, là, tu vois, et qui prend, en fait, une lance... Du cuirassé. Ouais, du cuirassé, c'est pareil. Tu vois, et en fait, et qui se jette dans le vide pour faire la scène finale de Die Hard quand Bruce Willis, quand McClane se jette du haut du toit de l'immeuble, tu vois. Tu fais, bon, vous vouliez foutre ça dans la bande-annonce, on vous a demandé de le mettre, essayez de l'inclure à peu près correctement quand même, tu vois, c'est quand même un peu... voilà. Alors, à la décharge de tout le monde, c'est le scénariste de Pretty Woman. Donc on peut pas non plus... Attends, c'est le grand J.F. Lawton voilà. qui a écrit Pretty Woman, qui reste un succès, c'est pas notre film préféré, c'est clair, mais ça reste un immense succès populaire. Et puis de toute façon, il a écrit Poursuite. Et ça, c'est une marque de qualité. Oui, Poursuite. Ah oui, c'est lui aussi. Ouais, putain, merde. Ah, putain. Le grand J.F. Lawton. Ah ouais, donc voilà. Dead or Alive aussi. Alain Mercier. Pourquoi t'es désagréable, son Alain apparition d'un seul coup, Alain, il arrive, il dit même pas bonjour, direct. Voilà, on l'a même pas introduit, rien du tout, tu vois, et hop, il sort sa voix. Alors vas-y, c'est quoi Dead or Alive, c'est quoi Dead or Alive, l'adaptation du jeu vidéo. Ah merde, DOA. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Oui, voilà. Putain, et il a aussi écrit et réalisé La Proie. Avec Lambert. Lambert. J'ai jamais revu. Ah, en fait, c'est un mec, il s'est retrouvé complètement par hasard sur Pretty Woman, en fait, Oui, ce gars-là. C'est complètement, c'est le mec. C'est juste un gros bourrin, tout d'un coup, on lui a dit, tu vas écrire un film. Oh merde. Une histoire d'amour. Bon, bah, ça va être une pute, alors. Bref, enfin bon. Mais oui, alors, comment dire, J.F. Lawton, donc effectivement, gros pédigré. Donc, il l'intègre pas très très bien, cette scène, faut quand même dire ce qui est. Non, elle est un peu au forceps, c'est juste... mais elle est au forceps, mais c'est surtout, ça sert absolument à rien. Pour partir dans l'autre sens, c'est pas forcément se jeter dans le vide. Pourquoi tu fais péter l'hélicoptère pour attirer les gens? Ok, bon, si tu veux. Ouais, ou je sais pas, ou alors il y a des... Enfin, j'en sais rien, bref, j'en sais rien. En fait, j'ai revu le film et je n'en sais rien, c'est ça le problème. Il proposait de partir avec. Oui, toi, tu dit non. Lui, il a dit non, je vais le faire exploser. Voilà. Donc, bref, voilà, donc ça, cette scène, c'est un peu une scène imposée. Mais de toute façon, il y a plein de scènes imposées dans ce film, il faut être honnête. Mais il y a un truc dont on n'a pas parlé. Il y en a encore plein dont on n'a pas parlé. Ah oui, mais il y a un truc. Parce que pour moi, personnellement, le gros plaisir du film, malheureusement, c'est pas assez, mais c'est quand même le gros plaisir du film, c'est les méchants. C'est-à-dire que, alors... Écoute, il y a un petit concours de cabotinage très léger. Mais contrairement à un Batman Forever où Tommy Lee Jones, si tu le pousses, il peut faire n'importe quoi. Là, je trouve
Il fait un peu n'importe quoi quand même. Il maintient ce côté n'importe quoi, encore rigolo, pas irritant. Ouais. Alors, il faut le dire, hein, c'est pas la première fois qu'ils ont tourné ensemble. Tommy Lee Jones et Andrew Davis et Tommy Jones. Ils avaient notamment fait Opération Crépuscule avec Gene Hackman. Et puis évidemment, il va lui filer son Oscar sur Le Fugitif quand même. Donc, comme quoi, c'est plutôt une bonne collaboration pour Tommy Lee Jones, quoi. Et c'est entre ça et JFK. En gros, c'est les deux films, enfin les 2-3 films, en fait, c'est cette espèce de triplette de films là, en Piège en haute mer, ça sera peut-être celui dont on se rappelle le moins, mais qui ont commencé à vraiment transformer Tommy Jones en vedette, quoi. On s'en rappelle le moins parce que c'est probablement le film le moins prestigieux de ceux qu'on vient de donner, mais d'un autre côté, en même temps, on se rappelle du rôle, c'est-à-dire que Stranix qui en fait des tonnes, Stranix qui est l'échappé des 60s, qui en fait est plutôt un assassin de la CIA, ça reste un rôle qui te marque. Le fait qu'il en fasse une tonne, ça fonctionne avec le rôle. Alors, je pense que c'est pas le truc qui sortira sur son hommage aux Oscars, mais bon, tu vois. L'hommage aux Oscars, qu'est-ce qu'on en a à secouer d'un côté ? Non, mais c'est pour dire que, en fait. Ils vont nous sortir dans La Vallée des Lats, ok, très bien. Ils vont sortir des films propres. Moi je pense que JFK et Le Fugitif, ouais. Je pense que c'est ces deux-là, en fait. Mais après, moi, je le trouve absolument formidable. Dans ce rôle-là, quoi. Lui et Gary Busey. T'as franchement... Ah non, mais Krill, quoi. Et là, ça, c'est pareil. Alors déjà, t'as Gary Busey qui... Alors, premier truc. Au début, tu te dis... Parce qu'en fait, il y a quand même un truc, c'est que t'as champ contre champ, t'as Steven et Gary Busey, la première fois qu'ils se croisent dans le film, dans la cabine du commandant. Et c'est là où tu te dis, il y a quand même un level d'acting. C'est-à-dire que quand tu compares... C'est-à-dire, Steven et lui se regardent. Donc... Là, je pense dans le scénario de Jeff Lawton, il a écrit « Il se regarde en chien de faïence », tu vois, ça doit être écrit comme ça et tout, tu vois. Et en fait, il joue bien le chien de faïence, tu vois, Gary Busey, parce que Steven, il sait même pas jouer ça, tu vois. Steven, il le regarde à peine comme ça, et t'as Gary Busey, tu sais, il le regarde et t'as tout de suite compris qu'il y a un problème. Mais grâce à Gary. T'as pas compris l'équilibre magique du film. C'est que Steven joue pas, et Gary joue beaucoup trop. Donc à eux deux, ça fait une parfaite moyenne. Bah ouais, mais le truc, si tu veux, c'est que là, tu te dis pour l'instant, ah, il est pas mal, il est sobre. Et arrive la scène de confrontation dans la cuisine. Encore dans cette partie où on te fait croire que les cuistots, tu vois, où il crache dans la... C'est un gros élément scénaristique, faut le savoir. Mais ouais, c'est ça. Et en fait, si tu veux, et il crache dans la bouillabaisse. Ce qui fait que de toute façon, tu sais que le mec va crever comme une merde. Ah bah ça, tu vois, voilà, c'est voilà. Même si ils auraient pu, tu vois, en fait, on pourrait se poser la question s'il est encore vivant ou pas. Tu vois, parce que mine de rien, à un moment donné, il y avait des discussions sur Under Siege 3. Et en fait, je crois qu'il y avait une des directions, c'était de faire revenir Krill. Selon le célèbre axiome, si tu ne vois pas la personne mourir à l'écran, voilà. Tu ne connais pas vraiment. Mais c'est surtout que c'est là que les mecs qui se sont dit, bon, on avait pompé Die Hard, on a pompé Die Hard 3. Comme ça sera réglé. C'est le frère jumeau de Krill. Ouais, voilà, tu vois, ça va être un truc comme ça, quoi. Donc, du coup, voilà. Mais en fait, bon, évidemment, il y a une performance absolument phénoménale au milieu. Donc t'as cette scène où il crache dans la bouillabaisse là, où il lui balance ça sera moins fade. Donc là déjà c'est quand même une scène absolument formidable quoi. Et puis évidemment t'as cette scène où il se déguise en grosse dondon. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui a besoin d'une thérapie, dit-il, habillé en grosse dondon quoi. Et la scène elle est surréaliste. T'es en train de regarder ça, tu fais putain mais c'est... Je suis en train de regarder un film d'action là ou C'est Angelo Papas. C'est Angelo Papas. Angelo Papas. Angelo Papas dans Point Break quoi. Je comprends deux sandwichs, tu vois. Donc, mais le truc, si tu veux, c'est que voilà, enfin, là, t'es en train de regarder ça, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais un peu décontenancé. Mais ce que je peux comprendre, mais ce et aujourd'hui, c'est le meilleur truc du film, en fait. Ce qui est aussi assez, en fait, c'est assez logique parce que on partait voir Steven, quoi. On partait voir Steven, donc on partait voir la continuation de ce qu'on connaissait déjà. Et sauf que, comme tu l'as très bien dit, c'est l'embourgeoisement, c'est l'opération séduction, donc. On va faire ce qui se faisait dans les films de l'époque, à savoir des explosions partout, des punchlines partout, de l'humour partout, sauf que Steven, il fait pas de l'humour parce que de toute façon, son visage n'a aucune expression. Donc... Si, à un moment donné, il dit à la fin, j'ai peur des piqûres. Sous-entendu, j'ai pas peur des piqûres parce que je suis Steven Seagal, tu vois. Et les gens font ah, mais en plus, ce qui est génial dans cette scène, c'est que t'as toute la liesse qui est en train de faire Steven et tout, c'est formidable, tu vois. Donc là, tu te dis, mais c'est. Voilà, donc ils ont pris beaucoup de second rôles parce qu'en plus de ceux que tu as cités, t'as plein de second rôles qui ont moins marqué, mais dans un tout petit rôle qui est Glenn Morshower,
qui est un type que tous les fans de 24 connaissent parce qu'il joue l'agent Aaron Pierce pendant 9 saisons. Donc, c'est mine de rien un gars qui a une... Un gars en mode puceau, là, quand même. Hein. Qui est en mode, encore, oui, là, c'est à se demander s'il a 30 ans, quoi. T'as celui qui joue Newman dans Le Fugitif et US Marshal après, qui joue le rôle du soldat. Qui se fait buter, c'est vrai que c'est lui, ouais. En fait, t'as vraiment beaucoup de son rôle. Ah, mais je le connais, j'ai déjà vu quelque part. C'est un film, je l'ai déjà vu quelque part, celui-là. Ouais. Et il y a un truc aussi, c'est que, en fait, moi, ce que j'adore en fait avec ce film, et ce que j'adore en fait avec une émission comme Stéroïde, c'est de revoir des films qui ont une trentaine d'années comme ça, et te dire c'était le summum de la sophistication, ce film à l'époque, et quand tu le revois aujourd'hui, tu te dis putain, mais tellement pas, quoi. C'est tellement pas sophistiqué du tout. Die Hard, c'est encore hyper sophistiqué en fait comme film quand tu le vois aujourd'hui. C'est parce que c'est un classique et un chef-d'œuvre en même temps. Oui, mais en termes de mise en scène, en termes de tout ce que tu veux, etc., il y a très très peu de films en fait qui sont arrivés à cette maestria technique, tu vois. Et là, je parle de tout, hein. Je parle de lumière, découpage, tout ça, etc., quoi. On était vraiment au sommet, mais parce que le truc, c'est que McTiernan s'est posé aussi les bonnes questions, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est dit, ok, qu'est-ce qui se passe dans le cinéma d'action à ce moment-là qu'il faut que je détourne complètement. Genre, c'est pas possible de faire ça de cette manière-là, tu vois. C'est pas seulement qu'il s'est posé les bonnes questions, c'est qu'il faut rappeler, pour que quiconque puisse avoir un doute, que John McTiernan est un génie. Oui. Donc, un génie se pose des questions que le commun des mortels n'est pas capable de se poser, quoi. Et là, le truc, c'est qu'en fait, tu te retrouves donc sur un film comme ça, où en gros, effectivement, il faut pousser la commande, quoi. Alors, c'est proprement fait, hein. T'avais déjà, en fait, une mise en place des mouvements de Steadicam qu'on va beaucoup retrouver dans Le Fugitif plus tard. T'en as quelques-uns dans les coursives du bateau qui sont pas mal et tout, notamment ce moment où t'as Tommy Jones qui roule des mécaniques et qui arrive, etc. Le plan est assez chouette et tout, quoi. Voilà, il y a une belle comment dire, utilisation des cadres et tout ça dans ces trucs-là, parce que c'est des moments où tu vois, par exemple, comment il s'appelle, Krill qui lui montre des trucs, l'autre il pointe du doigt, il pointe les spectateurs, tu vois. Enfin, il y a tout un truc en fait qui est plutôt chouette et tout, quoi. Bon. Je trouve aussi que ça part un peu en cacahuète quand Steven il prend 2 usines en main, si tu veux, et qu'il remonte un couloir, si tu veux, il a 2 doigts de se casser la gueule, le grand échalas là, tu vois, et qu'en fait il arrive pas à, comment t'appelles ça, il touche personne. Enfin, apparemment il touche des gens, mais t'as l'impression qu'il touche personne. Évidemment qu'il touche des gens. Ouais, bon. Mais après c'est les balles qui partent un peu dans tous les sens et qui font n'importe quoi. C'est des balles magiques. C'est la balle magique de JFK, tu vois. JFK, tout est connecté. Et d'ailleurs, tu me permets une très belle transition. JFK qui fait un petit tour aussi, si tu veux, parce qu'on pompe pas que Die Hard, hein, on pompe aussi la musique de JFK, tu vois, puisque la musique de Gary Chang, il y a un moment donné, en fait, t'as tous cette mise en place en fait de la prise d'otage. On va rappeler un truc qui est très important, c'est que ça se fait beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand ils montent les films, ils ont tendance à demander aux compositeurs de faire une bande démo. Si par exemple vous écoutez la BO de Man of Steel de Hans Zimmer, le dernier morceau s'appelle Man of Steel Sketchbook, je crois, ça fait 28 minutes, et c'est globalement tous les thèmes du film qu'il a fait juste à l'ordinateur. Mais à l'époque, on n'avait pas les moyens de faire ça, donc on utilisait ce qu'on appelle une theme track. Une theme track, c'est donc on choisissait des morceaux existants et qu'on les posait sur la timeline de montage. Le souci de la theme track, et c'est pour ça que le compositeur détestait ça, c'est que bien souvent, le réalisateur tombait amoureux du morceau qu'ils avaient posé. Ça fonctionne, c'est rythmé, ça fonctionne comme ça. Fonctionne, pourquoi on ferait autre chose? Donc fais-moi un morceau qui ressemble à, et c'est là qu'on recoupe à ce que tu disais, à savoir. Alors, ce morceau de Gary Chang dans le film s'appelle The Takeover. C'est le morceau en gros de la prise d'otage de Gary Busey et de Tommy Lee Jones. C'est presque le thème principal, on l'entend pendant tout le film. Voilà, et c'est un thème métronymique avec comment dire un gros suspense et tout ça. Et en fait, c'est complètement pompé sur The Conspirators, le thème en fait de John Williams pour JFK. Et alors ça, vous pouvez, si vous tapez ça sur YouTube, voilà, The Takeover, The Conspirators, déjà vous trouverez probablement une vidéo qui va les comparer, mais sinon écoutez-le indépendamment si vous avez un doute. C'est assez impressionnant, c'est-à-dire que vraiment, ils ont changé juste ce qu'il fallait pour pas être accusé de plagiat, et même comme ça, tu fais... Ouais, bon, voilà, ça se voit. Et surtout, ça colle parce qu'en fait, en gros, c'est un film Warner qui est sorti quasiment quelques mois après, en fait, JFK, donc 7-8 mois après, quoi. Donc en gros, voilà, ça c'est quand même un des trucs les plus flagrants aussi, quoi. Moi, il y a cet autre, comment dire, truc imposé que je trouve un peu rigolo, qui est ce moment absolument lunaire là où en fait Steven Seagal et Tommy Jones se retrouvent pour la première fois à la fin du film, et le mec lui dit ça faisait longtemps, et tu fais ah, mais ça n'a jamais été amorcé, les mecs. C'est-à-dire que les deux gars, c'est parce que tu suis pas. Ouais. C'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs.
Ouais. Ils se connaissent forcément. Enfin, le meilleur des meilleurs, il se fait littéralement éclater la tête par Steven. Bah, en même Mais temps, comme c'est- il met à qui- coup de chlasse. Qui est le meilleur moulineur de bras au monde? Est-ce que c'est Tommy Lee Jones? Non, mais voilà. là en l'occurrence, bon, alors, en fait, déjà il y a un espèce de combat au couteau absolument nul. Non, il faut le dire, il est nul, hein, ce combat au couteau, quoi. Mais tout ça, en Ça fait, mouline heureusement, il est, il est quand même, il se conclut par une des mises à mort les plus ridicules de l'histoire du cinéma, où t'as Steven qui lui prend la gueule, et il lui met le pouce dans l'œil, comme ça, il lui écrabouille l'œil à l'intérieur du crâne, quoi. Tu pourrais arrêter d'avoir l'œil qui brille pendant que tu ça, Mais elle est incroyable cette scène. Et en fait, il écrabouille l'œil du mec et après il prend le schlass et bam, tu vois, comme ça, tu vois. Et après, une fois qu'il a fini, il le prend, il le met dans un sonar et tout, quoi. Il lui casse la tête dans un sonar. C'est incroyable. C'est une C'est belle mort. incroyable. C'est une belle mort. C'est une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma. Tu vois. Écoute, pour l'anecdote, j'ai travaillé sur un jeu qui s'appelle Trial of the Blood Dragon, qui est un jeu auquel personne n'a joué, et c'était la suite. Allez l'acheter. Non, en fait, la pub. C'était la suite spirituelle de Far Cry Blood Dragon, et donc on Dans s'est Trials. dans Trials, donc dans un jeu de moto, ce qui Dans un jeu d'adresse. Ouais. Faut le dire. Non, parce que c'est un peu compliqué, Trials et tout. Mais vas-y, ouais, non, il faut. Et en fait, on m'avait dit, on aimerait que tu tacles Far Cry Blood Dragon, c'était les années 80. On aimerait que tu tacles les années 80 et 90. Donc forcément, j'ai eu un grand sourire. Moi, quand on me dit les années 90, je suis content. Donc, Bah, il savait à qui il s'adressait. c'est-à-dire que quand même, ça m'a permis de travailler avec Kyle Reese, hein, quand même, hein, Ah avec ouais, ça- Bean, hein, parce que c'est lui qui fait la voix principale. Et un des personnages que je l'ai littéralement appelé Mason Ryback, donc un mélange de Mason Storm et de Casey Ryback. Voilà, donc mine de rien, ce film m'a quand même beaucoup plu. Hein. Voilà, c'est magnifique, quoi. Donc, Casey Ryback, un classique, le personnage. Tu vois, Absolument. faut le dire. Moi, il y a un autre truc, en fait, qui me fait rigoler dans ce film aussi. Je sais pas si ça t'a fait ça en le revoyant. C'est tous les hommes de main. C'est-à-dire, c'est les hommes de main les moins charismatiques de la planète. C'est-à-dire que si tu passes les 3-4 gars, hein, c'est-à-dire si tu passes le mec, tu sais, le big à lunettes, là, enfin le binoclard là, qui est censé être l'intello du groupe, si tu passes le grand noir là, hyper énervé et tout, t'as quand même tous les autres là, qui sont donc probablement des cascadeurs. Le grand noir est hyper énervé, dont je ne connais pas le nom, et pourtant, à chaque fois que je le vois, je me dis, j'ai déjà vu d'autres choses. Mais Ouais, bien sûr. c'est vraiment un de ces gars, je sais pas comment il s'appelle, mais je l'ai déjà Voilà. Bah, en fait, t'as tout le reste. En fait, t'as notamment cette scène où ils viennent voir le gamin qui joue dans Le Fugitif, là. T'en as un, il fait littéralement 1m10. Il est avec son flingue comme ça. Et tu regardes ça, tu fais, ah ouais. Alors donc, en fait, vous avez mis un petit peu d'argent dans le casting principal, tu vois, les seconds couteaux, mais alors comment dire, les hommes de main, c'est fini. Là. Il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien, donc vous avez mis que des mecs qui sont, enfin, je veux dire, c'est littéralement, t'as l'impression de regarder un Jean-Marie Palardy, quoi. Tu vois, vraiment, c'est-à-dire, ou alors des Un quoi? Jean-Marie Palardy, c'est de la série Z, quoi, tu vois, mais connais Black Cobra, tout ça. Mais donc, en fait, ouais, t'es en train de regarder, je sais pas, moi, tu vois, des gars, en fait, c'est l'autre film où il y a ça, je trouve, hein, personnellement, c'est Commando. Il faudrait qu'on fasse un épisode sur Commando un jour, mais dans Commando, t'as quand même des mecs où ça se voit qu'on leur a collé des fausses moustaches sur la gueule, tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est un peu ça, quand même, tu vois, c'est pas loin. D'un autre côté, c'est un des gros problèmes aussi de la HD, hein, c'est que de la HD, encore plus du 4K, c'est que les postiches de l'époque, ça passait quand tu les voyais au cinéma avec ta péloche qui avait 3 semaines, mais alors en 4K, en général, tu fais, mais c'est une fausse barbe, ça se voit. Non, mais là c'est même pas forcément qu'il y a des fausses barbes ou des trucs comme ça, c'est que tu te dis, ils sont tous, en fait, il y a zéro, enfin, ils sont allés chercher les mecs les moins charismatiques du monde pour, en gros, prendre en otage ce cuirassé en péril, l'USS Missouri. En même temps, gars, une fois que t'as donc Tommy Lee Jones, Stranix et Gary Busey, Krill, il reste plus beaucoup de place pour les autres, hein, on va pas se mentir. Hein. Ils prennent beaucoup de place. Et ils le font très bien. Hein. Ah ouais, oui, ils sont super, bah, c'est ce qu'il y a de mieux dans le film. Et puis il y a Miss Juillet 89, on va quand même pas l'oublier, hein, une grande actrice au grand. Miss Juillet 89, parce que toi tu te rappelles de son nom. Bah oui. Mais en fait, ils le disent une fois et après le reste du temps, ils l'appellent Miss Juillet 89. Jordan Tate. Voilà. Bah, en même temps, je l'ai vu hier. C'est dire si le personnage est bien écrit. Tu vois. Écoute, fondamentalement, moi, cette nana un peu super belle, mais un peu cruche, mais pas pour autant, c'est ravissante, mais pas complètement idiote. Moi, je trouve que le personnage fonctionne plutôt bien, et le décalage avec Steven qui tire une gueule de 22 km pendant tout le film, je trouve que ça apporte un côté surtout charmant au film. Ouais, alors c'est surtout qu'il y a un truc, c'est que en fait, comment elle tombe dans ses bras. Mais ça, c'est ridicule, mais ça, c'est le passage obligé de la fin. Ce que je veux dire, si tu veux, ouais, mais
traitez-le un peu, parce qu'en fait, Steven, il est juste littéralement, en fait, il est désagréable. Aucune meuf voudrait de lui. Mais Steven, enfin, dans Steven tout cas là. Voilà, Steven a été marié 3 ou 4 fois. Non, mais peu importe, c'est pas la question. Je veux dire, le personnage, Casey Ryback. C'est le truc, c'est que t'as déjà vu un film où c'est traité, et pourtant, je préfère le traitement de celui-là au traitement de Désigné pour mourir, où Johanna Pokela tombe dans ses bras, et tu fais, mais vous avez littéralement pas eu de dialogue, les gars, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est bon. C'est vrai que c'est pas ce qui est le plus, comment dire, flagrant chez Steven, mais bon, quand même, quoi. Bah, il le traite pas, moi, je t'avoue que. Mais en fait, ce que t'es en train de me dire, c'est qu'il y a une évolution de personnage dans mi-juillet 89. Absolument. Mais pas avec Casey Ryback. Elle commence, elle est perdue, elle sait pas où elle va, et Steven lui apprend la philosophie zen en lui disant tu peux réussir à te servir d'un flingue, et donc elle sauve Steven Seagal. Sans elle, Steven Seagal serait mort. Si c'est pas un arc de personnage. Et moi, ce que j'adore aussi dans cette scène, c'est que tu vois que c'est la scène que Steven il veut pas jouer. Ah bah c'est clair. Steven il fait c'est des conneries. Tu vois qu'il sur sa gueule c'est écrit c'est des conneries. C'est qui a écrit ça? Qui a écrit ces conneries? Moi je me fais pas sauver par une gonzesse quoi. Tu vois c'est vraiment tu sens que c'est ça. La façon dont il le joue, t'as vraiment l'impression que c'est genre non. Bah, c'est l'avantage, c'est que c'est un peu l'effet Kuleshov fait acteur, ce mec-là. C'est que tu mets un peu ce que tu veux dans ce gars-là. Ouais, non, mais là, tu sens, non, justement, tu sens l'irritation. Tu sens qu'il y a un petit truc qui va pas. Tu sens que la bouillabaisse, elle passait pas et qu'en fait, il y a un truc qui fait non. Non, ça c'est des conneries, c'est de la science-fiction, c'est Star Wars. Tu vois, c'est pas du tout, comment dire, c'est dans un monde, dans une galaxie très lointaine, quoi, c'est pas possible, tu vois. Donc voilà, mais après, parce que c'est Steven qui sauve le monde, encore une fois, hein, parce que les Tomahawks qui partent sur Honolulu, tu vois, et Steven, tu vois, il faut appuyer sur un bouton, il appuie sur le bouton. Mais c'est d'ailleurs intéressant, puisque l'USS Missouri, donc, qui sert dans le film de décor principal, va à Honolulu puis ensuite va à San Francisco pour se faire démanteler. Bon, dans la vraie vie, en fait, il est bel et bien retourné à Honolulu où il a été démantelé. Et c'est d'ailleurs le même navire qu'on voit dans un autre grand film qui s'appelle Battleship. À la fin du film, le vieux cuirassé qui fait un virage au frein à main, c'est le Missouri. C'est le même bateau. Oui, je t'apprends des trucs incroyables, je sais. C'est pas ça, c'est qu'en fait, si tu veux, tu viens d'utiliser un cuirassé qui fait un virage au frein. Bah oui, en même temps, si tu vois le film, c'est un peu ce qui se passe. C'est vrai. Non, mais je l'ai vu le film, hein, je l'ai vu, c'est une catastrophe ce truc. Hein, en fait. Vachement bien. C'est génial. Et non. Il faut savoir par contre qu'ils n'ont pas tourné sur l'USS Missouri parce que ça prenait pour le coup l'actualité, c'est-à-dire que le navire était vraiment en train de faire un de ses derniers voyages pour être démantelé. Bah, il y a des images d'archives au début du film, hein, avec George Bush. George Bush et Barbara Bush qui viennent. C'est ça, c'est parce que effectivement, en fait, ils ont tourné ça le début et la fin au même endroit en même temps, quasiment quoi. Et Steven, en fait, ça lui permet à Steven de faire une déclaration politique. Ah, j'ai oublié ça. Digne de James Gunn, tu vois. Ok, digne de. La balle perdue. Mais non, mais digne, tu sais, c'est attention, je m'engage là, tu vois. Ok. Si regarde George Bush et il fait tout cet argent gâché pour une opération promotionnelle, quoi. Ouais. Tu vois, pour prendre une photo, quoi, tu vois. Et là, tu te dis, putain, Steven, quoi, t'as raison, c'est vraiment les comment t'appelles ça, les positions politiques de poivreau de comptoir, là, tu vois. Donc le film n'a pas été tourné sur le SS Missouri. Est-ce que tu sais sur quel navire il a été tourné? Non, mais tu vas me le dire, parce que c'est l'USS Alabama. Oui, incroyable. Parce que l'USS Alabama, dans la marine réelle, n'est pas un sous-marin, c'est bel et bien un bateau. Et c'est un bateau qui est dans un musée à Mobile, en Alabama. Donc ça veut dire qu'ils ont quasiment tourné l'intégralité du film sur un musée. D'accord. Ce qui est plutôt bien gaulé, parce que quand tu vois le film, entre le fait qu'il joue à souvent mouiller les surfaces métalliques pour qu'elles se reflètent, etc., tu perds jamais de vue l'eau, alors que globalement ça a été tourné au sec parce que c'est un musée. Et en plus pour le coup, les plans sont assez jolis en général. Les plans, tu sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire, les gars, parce que tu vois qu'ils sont en train de s'atteler à faire des. T'as l'impression qu'ils font des trucs qui sont jolis à l'image. Ensuite ils sont en train de faire des travaux, mais tu te dis mais qu'est-ce qui se passe là, tu vois? Pourquoi ça y a des étincelles et des trucs comme ça, etc., etc. Mais bon, ils font des trucs de terroristes sur le bateau, quoi. Tu vois, ils font des trucs terroristes. Voilà, ils font des trucs de pas gentils, ok. Voilà. Et voilà. Alors est-ce que ça a créé un personnage en fait pour deux films, hein? C'est-à-dire c'est pas McClane encore, tu vois, Casey Ryback. Est-ce que ça t'as beau bien l'aimer, tu vois.
Moi, j'ai carrément rendu hommage dans un jeu, donc. Oui, bien sûr. Tu sais que tu n'es pas le seul parce qu'il y avait un autre jeu qui s'appelait Split Second Velocity ou un truc comme ça, où les bagnoles en fait, elles s'appelaient Cobretti, Ryback. Donc je pense qu'il y avait un gars un peu comme toi. Il y a ton frère jumeau qui a écrit ce film, ce jeu, pardon. Et donc voilà quoi. Mais je suis très étonné que tu n'aies pas joué à ce jeu d'ailleurs. Split Second, c'était un jeu de bagnole, de course à la burn-out et tout. Tout pétait, bien sûr que j'y ai joué. C'était cool. C'était un bon jeu. C'était un truc tout scripté où au deuxième tour il pétait tout le truc. C'est pas grave, c'était cool. Donc tant qu'on pète tout, c'est nous, c'est voilà. C'est la raison avec des bonheurs simples. Voilà, exactement, tu vois. Pas de sophistication, tu vois, etc., quoi. Donc ouais, Kazaribac, est-ce qu'on peut dire que un action hero est né? Pas vraiment, c'est Steven, hein. Bah, c'est non, voilà, je te dis, c'est Steven en moins Steven que d'habitude. Ça aurait pu être n'importe quel autre acteur, donc en fait, le personnage en tant que tel existe pas tant que ça, même s'il y a une suite et qui revient. Il y a un truc qui reste, on en reparlera quand on le fera, c'est que c'est un cuistot et qu'il est désagréable. Pour le reste... Ah non, mais et on lui colle aussi encore un gars. Et ça, cette fois, c'est un sidekick, quoi. C'est plus la nana, c'est un... Et on lui colle aussi une autre nana qui a ah bah oui, c'est sa nièce. Qui a des seins relativement importants et qu'il regarde alors que c'est sa nièce. Tu fais, Steven, retiens-toi, ça tourne. Calme-toi, ouais. Bref, gros succès. Gros succès. 156 millions de dollars monde. C'est fou. Alors là, il a pris une avance sur Jean-Claude. Ouais, parce que Jean-Claude, il a dépassé les 100 de peu en succès, je crois. Au box-office, quoi, à ce moment-là, quoi. Donc là, c'était vraiment le comment dire... le firmament, la montée vers les étoiles, la trajectoire... quelque part entre, je sais pas moi, à la fois Tommy Lee Jones qui partait vers l'Oscar, mais aussi... Ah, mais ça a été un tremplin pour tout le monde, sauf pour le pauvre Gary Busey, qui s'est retrouvé donc dans Drop Zone. Voilà, juste derrière. Bah, il a continué les rôles de méchants charismatiques. Un de ces films en fait qui ont été proposés à Steven Seagal, et moi j'aurais quand même aimé voir la version Steven Seagal parce qu'à mon avis on aurait un petit peu rigolé. Tu vois, parce que Steven Seagal qui fait du parachutisme, j'y crois pas une seule seconde. Bah évidemment, comme quand il se jette en parachute dans Mission Alcatraz, quoi. Donc voilà. Mais finalement, c'est Wesley Snipes qui joue le rôle. Bon, très honnêtement, Drop Zone, c'est un gros navet, hein. J'irai pas jusqu'à navet parce que je suis toujours moins dur que toi, mais c'est pas très bien. Ouais, c'est quand même. Ouais, j'ai aucun souvenir de ce film, mais y a Gary vu à l'époque, oui, je me rappelle qu'il y a Gary Busey parce que Gary Busey, quoi, c'est cool. Ça n'a pas été un tremplin pour Eric Aleniak non plus, hein, faut le dire, hein, tu vois. Donc Eric Aleniak, Miss Juillet 89, qui était vraiment Miss Juillet 89 Jordan Tate, dans Playboy. C'est son nom dans le film, mais dans la vraie vie, Erika Aleniak, effectivement, s'était fait dans Playboy en juillet 89. Voilà. Elle était Miss Juillet. Ce qui, bon, je suis pas un spécialiste d'Alerte à Malibu, mais je pense que c'est ce qui lui a permis d'avoir le rôle dans Alerte à Malibu. Globalement, il fallait que tu sois beau ou belle à l'écran en étant en maillot rouge, hein. C'était à peu près le seul prérequis. À l'époque, on n'avait pas Internet, on allait chercher dans Playboy pour trouver ces gens-là. Et donc, Eric Aleniak, qui n'a pas fait grande carrière derrière non plus. Ce qui n'est pas très, très étonnant non plus. Hein. Tu sais, le film, j'ai évidemment le Blu-ray parce que... moi aussi. Pour nous, c'est normal. Et je suis passé en VO hier en le revoyant pour me disant mais comment elle joue en fait, parce que je n'avais jamais entendu que sa doubleuse. Parce que Steven, il faut le dire, Steven on regarde en VF. Steven c'est VF. Et sa doubleuse joue mieux qu'elle. Il n'y a aucun doute. Hein. C'est pas une très grande actrice. Non, mais elle joue mieux que Steven. Oui. Bah, je trouve qu'elle a un range un peu plus large quand même. Je te dis, moi, je trouve que... elle pleure, elle crie, elle rigole, tu vois. Enfin, je suis désolé, Steven fait pas tout ça, quoi. Elle tient le rôle qu'on lui demande de tenir. C'est pas un rôle incroyable. Elle le fait plutôt bien. Franchement, moi, je trouve que c'est un personnage qui fonctionne. C'est pas un bon personnage. Je suis pas en train de te dire, oh là là, quelle qualité d'écriture incroyable. Je dis, dans le contexte de ce film d'été où je trouve du popcorn, ça marche. Un film d'été qui est sorti en octobre, hein, aux États-Unis, et en février chez nous. Bah, c'est donc un film d'été. Voilà, c'est donc un film d'été indien. T'es sûr que c'était février? Mais pourquoi je te demande? Évidemment que t'es sûr. Bien sûr, 10 février 1993. Voilà, tu vois, donc voilà, Non, mais après, le truc... Oui, c'était en hiver. Tu vois. Et alors après, le truc, c'est en toute honnêteté, tu te dis, bon, est-ce que c'est pas un bon personnage? Je pense qu'en réalité, c'est un produit de... C'est-à-dire, moi, c'est ça qui m'avait probablement énervé à l'époque, c'est que c'est un produit de consommation courante qui se faisait passer pour le nouveau super film d'action, vous allez vous éclater, etc., etc. Avec le recul, quand tu l'enlèves un peu du contexte dans lequel il est sorti, c'est effectivement un peu plus rigolo. Maintenant, j'ai beau apprécier Tommy Lee Jones et Gary Busey dedans, même eux, hein, c'est pas des personnages très bien écrits en toute honnêteté. Heureusement que c'est Tommy Lee Jones et Gary Busey qui les jouent, parce que sincèrement, c'est voilà. Tous les autres persos, c'est pareil. Enfin, moi, tous les mecs qui jouent les comment dire.
les marines sur le Les bateau. équipiers de Steven Seagal, tu voilà, t'en as c'est aucun pas- souvenir. Ouais, voilà, c'est ça. T'as un des gars qui va jouer Ken, je crois, Ken dans Street Fighter. Damien Chapa. Tu vois? Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. Alain, tu confirmes? Je vérifie mes notes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, donc voilà, parce que Alain est aussi un grand amateur de. C'est-à-dire que tout ce qui est adaptation de jeux vidéo Il pourri, connaît visiblement très bien. Street Fighter, Dead or Alive, Street Fighter, il connaît Dead or Alive, il les connaît par cœur, quoi. Et donc du coup, lui c'est pareil, tu vois, enfin, d'où quoi. Tu vois, c'est pas, Ah, il y a rien. C'est celui qui dit non mais moi je prends pas les armes, je vais rester avec mes Miss Juillet 89. Exactement, c'est lui. Et elle répond mais moi j'y vais. Voilà. Parce que elle a du courage contrairement à lui. Exactement. Un grand personnage. Ouais, voilà. Et donc tu te dis, lui là, c'est c'est Ken dans Street Fighter. Ouais, enfin en même temps c'est Street Fighter. Moi j'étais un gros amateur de jeux à l'époque. Les adaptations c'était pas monnaie courante, et quand c'est arrivé j'ai un peu fait la gueule quand même, hein. Et quand j'ai un peu je suis gentil, hein. Mais il y aura un épisode à faire, tiens, sur Street Fighter, je pense. Oui, mais bon, je alors suis sûr que plein de gens voudront le faire, mais ouais, je suis pas sûr. je suis pas sûr qu'il y ait plein de gens qui voudront le faire. Attends, c'est un film des années 90. Qu'est-ce qui t'arrive? Je les aime pas tous, et Street Fighter fait partie de ceux que j'aime vraiment. Voilà, pas. c'est un scoop, messieurs dames. Il y en a, Voilà, Julien Charpentier n'aime pas tous les films des années 90. juste les 3/4. Voilà. Bon, est-ce qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur Piège en haute mer? Bah je Y pense. a-t-il des choses à rajouter? Attends, je regarde. Tu regardes tes notes? Non, bah c'est bon. C'est bon. Donc, Piège en haute mer, Andrew Davis, 10 février 1993. Précisément. Voilà, 156 millions de dollars au box-office. Classé R, bien entendu. Classé R, évidemment, parce qu'il arrache des carotides à main nue. Ici, à un moment donné, il y a même un mec qui, en fait, il le tue, lui met juste un coup de... un coup de main, comme ça, tac, comme ça, et le mec, il meurt. Tu vois. Ah, voilà. Et c'est réglé, tu vois. Et là, tu te demandes si c'est la censure ou tu te demandes si c'est Steven qui fait « Moi, je peux tuer un mec comme ça. » Tu vois, je peux tuer un mec avec le plat de la main. Je veux tuer un mec. Voilà, tu vois. Donc, tu te dis, c'est entre le studio qui fait calme-toi, Steven, on peut pas mettre de la violence partout, et Steven qui fait attendez, j'ai une idée. Mais voilà, mais même si effectivement il reste la scène sadique dont on a parlé dans les coursives, où tout ce que tu viens de décrire, il le fait quasiment dans la même scène, quoi. En fait, c'est une scène. Oui, c'est ça, c'est une grosse scène en fait, voilà, où il fait un peu. C'est la scène où on lui a dit, là tu peux faire ton Steven Seagal, tes fans seront contents. Ouais, c'est vrai. Et la fin. Et la fin avec l'overkill absolu. Mais la fin, elle est incroyable cette scène. Enfin voilà. Ce qui est génial avec ce film, c'est qu'en fait, en réalité, c'est un tremplin. On a beau dire quand même que, comment dire, ça a lancé les carrières enfin, ça a lancé au firmament les carrières d'Andrew Davis, de Tommy Lee Jones, de Steven et tout. C'est surtout que Steven a fait un chef-d'œuvre derrière. Bah c'est ça, c'est que son tremplin. Voilà, et c'est de la triche parce qu'il l'a réalisé ce chef-d'œuvre, c'est normal, tu vois. C'est comme si Dieu descendait sur terre pour réaliser la Bible. Tu vois, d'un seul coup, c'est bien dit. Tu vois, d'un seul coup d'un seul, t'as Steven qui fait On Deadly Ground, terminé, qui sera donc le prochain. On sait pas encore quand, on l'a pas enregistré, donc ça va prendre un peu de temps. Rendez-vous en 2026. Probablement, voilà. Parti comme on est, ouais. Mais qui est sans le succès faramineux, parce que 156 aujourd'hui ça paraît rien, mais à l'époque 156 c'était beaucoup. C'était énorme. Tu vois, une grosse sortie à l'époque, elle sortait sur 1500 salles. Aujourd'hui, une grosse sortie, c'est 5000. Ouais, puis à l'époque, c'était quasiment le score de Die Hard. Hein. C'était quasiment le score du premier Die Hard. Ouais. Après, le deuxième Die Hard avait fait beaucoup plus d'argent et tout, mais puis le troisième encore plus dans le monde et tout. Il faut se rendre compte, 150 de 92, c'est beaucoup. Voilà. Donc, et ça lui a permis, effectivement, on se retrouve dans quelques mois, voilà, nous verrons bien, pour la suite. Pour parler de Terminé. Et là, je pense qu'il va falloir se lâcher un peu. Parce que bon, je pense que Steven s'est lâché, il faut le dire, donc il faudra qu'on se lâche un peu aussi, quoi. Voilà. On fera ça. Merci Monsieur Charpentier. Merci à toi. Merci à la technique derrière qui nous souffle les bonnes informations, surtout quand ça concerne les adaptations de jeux vidéo pourris. Quand ça concerne les adaptations de jeux vidéo un peu schmollasse là. Merci à vous tous qui nous suivez, puis on se retrouve bientôt avec un prochain film. Au revoir.